Bonjour les passionnés de voyages hors saison et loin des foules. Nous entreprenons d'autres grandes randonnées. Cette fois-ci, elles ont une vue mer comme celle autour du Monte Forato. Le Monte Gabere est une grande surprise pour nous. Les crêtes autour du Passo Sella nous fatiguent beaucoup. Nous embarquons sur un ferry à Livourne. Où allons-nous ? Nous passons la nuit sur un parking au-dessus du village de Stazzema et nous pouvons donc partir de bon matin. Comme souvent dans les Alpes apuanes, les chemins sont d'anciennes voies de transport de marbre. La montée est constante et nous marchons dans l'ombre matinale. Nous avons pourtant chaud. La Casa Giorgini est une des dernières fermes, mais c'est aussi un gîte d'étape. Nous voyons la mer pour la première fois de la journée. Le chemin nous fait passer près d'anciennes villas de montagne. Nous croisons aussi quelques chapelles abris si typiques pour la Toscane du Nord. Les cabanes d'Aglietta ne servent qu'aux travaux forestiers. Nous laissons maintenant la civilisation derrière nous. Très vite, nous arrivons au pied de la falaise qui forme ici une crête calcaire orientée nord-sud. Nous sommes à l'ouest, donc à l'ombre durant la matinée. Plusieurs brèches traversent la crête, nous en empruntons deux aujourd'hui pour vérifier deux tours voisins du guide de randonnée d'André. Comme plus tôt, nous ne montons pas au sommet car les sentiers n'y changent pas. Les chemins autour du Monte Forato sont très bien entretenus, balisés et fléchés. C'est une partie des Alpes apuanes où randonne beaucoup de monde. Nous montons ici vers le col Foce delle Porchette entre le Monte Forato et le Monte Nonna. Au col, nous retrouvons le soleil. Il est 8h30 et les températures sont encore agréables. Sur le col se trouve une autre chapelle abri. Le Monte Nonna et la colline verdoyante au fond. Nous devons vérifier la partie basse du chemin sous le Monte Nonna, nous marchons donc dans cette direction. Le chemin monte sur des prés fouettés par le vent. Ce vent laisse présager la crête devant nous. En effet, les versants paisibles couverts de prés cachent la falaise sous laquelle nous étions montés avant. Du col, on voit le Monte Nonna. À droite se trouvent les pitons isolés du Monte Procinto et du Piccolo Procinto.
La montagne la plus haute, plus loin à droite, est la Piana della Croce. Nous continuons de monter le long de la crête pour être sûr que le chemin monte jusqu'au sommet. Nous redescendons du dernier col sous le sommet. Il y a aussi quelques falaises sur la face est de la crête. On y trouve quelques anciennes étables sous les baumes. Nous revenons vers la Foce delle Porchette. Cette lumière de fin d'été est vraiment réjouissante. Sur le col se trouvent des abris creusés durant la Seconde Guerre mondiale. Le col Foce delle Porchette présente deux passages rocheux. Montés par la brèche sud, nous descendons maintenant par l'entaille nord qui est plus escarpée et ravinée dans la partie basse. On voit que nous sommes bien dans des montagnes calcaires. Plus bas, nous longeons encore la falaise et le panorama entre mer et montagne s'ouvre de nouveau à nous. Nous retournons vers Stazzema en faisant une boucle dans le cirque sous la falaise. On prend donc désormais un autre chemin. Il est moins emprunté et passe près de plusieurs maisons forestières.
Nous passons près de la Casa Colleoni, c'est un musée de l'identité des Alpes apuanes, mais il n'est pas souvent ouvert. Le chemin fait passer près de téléphériques assez délabrés mais qui servent encore à transporter du bois vers la vallée. La Casa Gratti est bien rénovée et le banc se prêterait bien à un pique-nique. Malheureusement, nous avons cassé la croûte plus tôt à la Casa Colleoni. Une partie du toit est construite en plaques de marbre. Par la suite, le chemin devient plus étroit. On voit que l'on transporte ici du bois de chauffage. Cette autre maison est une ruine, le toit est effondré. Après la ruine, le chemin est encore plus embroussaillé, mais on passe sans problème. Il est 13 h quand nous revenons au point de départ après 5 heures de marche, incluant quelques pauses. La rando du village de Farnocchia sur le Monte Gaberi est une des plus réussies de notre passage en Toscane du Nord. On voit retour sur le village en montant, au fond les montagnes des jours précédents. La montée se passe de nouveau sur des larges chemins ombragés. Le col de Farnocchia est une scène de combat désespérée des maquisards des Alpes apuanes contre l'occupant allemand nazi et les collaborateurs durant l'été 1944. Le commandant des résistants, Gino Lombardi, tombe durant ces combats. Un panneau sur le col relate ces faits. À l'est du col commence une crête rocheuse qui exige de l'escalade légère. Il faut aussi se servir des mains. On monte d'abord entre rochers et arbres nains. Un bon balissage de couleur bleue permet de ne pas perdre la meilleure voie. Par endroits, on a une bonne vue sur la côte méditerranéenne toscane. La montée est assez verticale, on ne fait des lacets que pour éviter des rochers. Après une dizaine de minutes, on arrive sur une portion plus horizontale de la crête. La vue s'ouvre alors aussi du côté des montagnes, donc en direction nord-est. Crête horizontale ne signifie pas crête plate. Elle reste hérissée de rochers qu'il faut surmonter, passer à droite ou longer à gauche. Les balises bleues sont très utiles pour trouver son chemin. Les passages rocheux sont entrecoupés de sections paisibles couvertes de bosquets. Mais en avançant, le nombre de rochers diminue. On rejoint même un chemin plus large avant d'arriver sous le sommet.
D'autres rochers apparaissent avant d'arriver au sommet. Ils sont plus aisés à passer, il s'agit de la dernière montée. Un large dos avec une vue ouverte sur le sud permet d'avancer vers la croix à l'ouest du point culminant. Après les rochers, la forêt dense, beaucoup de dénivelé, nous sommes surpris de trouver ici ce terrain plat et dégagé. Le panorama de la croix du Monte Gaberi est à 360 degrés. Il passe ici contre le sens des aiguilles d'une montre. De la côte toscane part le lac de Massaccioccoli, les monts Pisans, toute la partie sud des Alpes Apuanes, et la côte méditerranéenne de La Spezia. Nous entamons le retour d'abord par le même chemin, mais la suite nous réserve encore quelques autres surprises. Nous retrouvons la forêt, mais nous ne reprenons pas la crête rocheuse de Farnocchia. Nous continuons en légère descente vers l'est. Plus bas, la forêt est entrecoupée de prés délaissés. Juste au-dessous, on passe en bordure d'une falaise dont on a du mal à apprécier la hauteur. Un chemin peu emprunté à faire en aller-retour permet de passer au pied de cette falaise. C'est du moins ce qu'indique notre carte. Puis, en effet, on arrive sous cette paroi rocheuse. Au-dessus se trouvaient les prés paisibles par lesquels nous descendions. Une grande partie de la paroi est en surplomb et au pied se trouve la grotte de Tannaccio. Ce type de grotte est formé par des grandes rivières qui creusaient le bas des falaises. Il devait y avoir un grand canyon ici. Dans la grotte se trouvent des restes de campements récents. Mais les fouilles ont permis de prouver une occupation assez continue lors de l'âge du cuivre entre 3800 et 2200 ans avant notre ère.
Plus loin à l'est, la falaise présente d'autres petites cavités dont certaines sont des véritables tunnels. Nous continuons en direction de la chapelle et de l'abri sur le col Foce di San Rocchino. Peu avant, un chemin permet de retourner vers Farnocchia, c'est l'ancien chemin numéro 3. Nous comprenons très vite pourquoi le fléchage et les balises ont été enlevés au début. Le chemin passe dans l'ubac du Monte Cegole et du col Foce di Farnocchia sur un tracé historique et logique. Mais le sentier a glissé par endroits et il est couvert de ronces, de branches et d'arbres tombés. Parfois, on arrive devant un dédale de troncs enchevêtrés où on ne voit aucun passage. Il faut alors chercher le passage le moins pénible en évitant les trop grands détours, car hors des grands arbres règnent les ronces et les orties. On passe, mais les passages deviennent de plus en plus sportifs. Ce n'est pas beaucoup mieux quand les arbres sont plus petits et la pente plus grande. Les orties reprennent le dessus peu avant le village. Pour rejoindre la route, nous devons traverser des jardins privés car le tracé du chemin est complètement embroussaillé. Nous retrouvons enfin le village et admirons le panorama des Alpes Apuanes à partir du parvis de l'église. Nous rejoignons ensuite notre véhicule pour nous laver un peu et changer de vêtements. Nous ne partons pas tout de suite car nous allons nous désaltérer au bar du village. Notre dernier grand tour concerne l'exploration de la crête sud du Passo Sella à partir du village d'Arni. Après les dernières maisons du village et les prés, nous passons dans la forêt. Le chemin passe alors dans le lit d'un torrent sec. L'orientation est facile, mais la montée reste raide et très fatigante. La majorité de la montée vers la crête se passe sur ce type de terrain. Le paysage apparaît plus docile dès que l'on arrive sur la crête, mais cette impression est trompeuse.
Un premier monticule de rochers est à contourner à droite. Il faut ensuite remonter vers la crête. Contrairement à d'autres crêtes, celle-ci n'arrête pas de monter. Les moments de répit sont donc rares. Après le col Schienale et dell'Assino, la vue se dégage aussi vers la mer. Les rochers de la crête deviennent plus difficiles devant. Le chemin balisé passe maintenant directement sur la crête rocheuse. Il y a environ 3 passages clés où l'on a du vide à gauche et à droite. Ces parties de chemin ne semblent pas avoir de contournement alternatif plus facile. En avançant, nous voyons devant nous la crête et la face sud du Monte Macina. On contournera cette masse à gauche. Le contournement du Monte Macina se passe sur des versants assez pentus. Nous voilà arrivés sur le Passo Sella avec son abri construit en marbre, où dessus gronde le Monte Sella. La vue vers le nord. Le tour du guide de randonnée qu'André rédige est beaucoup plus long. Nous avons cependant parcouru toutes les sections à vérifier et nous prenons la piste des carrières pour revenir au point de départ. Ce chemin est facile mais il casse genoux et mollets sur 500 mètres de dénivelé négatif. Nous sommes dimanche, les carrières sont à l'arrêt. On passe donc sans être bloqué ou mis en danger par des gros camions et des engins chenillés. C'est aussi bien plus tranquille ainsi. En semaine, le vacarme est incessant. L'environnement n'est pas bien préservé ici. Le sol regorge de traces d'hydrocarbures. Des véhicules sont à l'abandon définitif. Dans les buissons et dans un local lugubre se trouvent des bidons sans doute pas remplis de produits biologiques. Toute carrière se compose de zones actives et de zones délaissées. Ces dernières sont en général accessibles. On reconnaît leur âge au noircissement du marbre blanc. Ces entailles restent telles quelles et ne sont jamais renaturées. Dans un autre fossé se trouvent des blocs de marbre fraîchement extraits. La descente vers le village d'Arni se passe dans une zone dévastée par l'extrait de marbre. Avec les pauses, nous avons besoin de 4h30 pour cette ronde. Nous voulons avoir un peu plus chaud cette dernière soirée et nous avançons jusqu'au Pinède en arrière de la longue plage rectiligne au sud de Viareggio pour loger au Campecchio Paradiso. Tout ce détour vers la côte est une déception. Même en arrivant à la plage, on est encore trop loin de la mer. Voilà la vue que nous aimons en vacances. Cette approche lente de la Corse est bien agréable. Nous explorons par la suite la Corse durant 2 semaines. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.